Bonjour, merci d'être venu et merci aux organisateurs et aux bénévoles du Brestcamp pour organiser cette belle conférence. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Alexandre Baron, je suis développeur back, déjà parce que c'est indiqué dans le truc. Je vous laisse deviner à la qualité de mes slides si je suis uniquement back ou full stack. C'est à vous de voir. Et donc, je travaille en tant que développeur dans la société Code With Us, le petit logo ici. Donc, c'est une petite ESN, vraiment petite. Hein. On peut faire une partie de tarot pour vous dire qu'on n'est pas nombreux quand même. J'espère que ça va peut-être un peu grandir. Donc voilà. Donc là, c'est pour l'instant promotion. Ma conférence s'intitule Rendre son bac générique grâce au pattern composite. Donc effectivement, je suis content de voir qu'un pattern intègre autant de monde. Donc déjà, c'est plutôt intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est le code, mais je me suis dit que si je commence à faire directement que du code sur ce sujet, je risque de perdre pas mal de monde. Alors, vous êtes en forme, normalement, vous avez bien dormi, vous avez pris du café avant, mais quand même, je pense que ce ne sera pas suffisant. Donc, je vais faire une petite introduction. Alors, le pattern composite, ça a été décrit dans un livre qui s'appelle Design Pattern. Je ne dis pas la suite parce qu'on ne le retient pas sous ce nom-là, on l'appelle Gang of Four. Pourquoi on l'appelle Gang of Four? Parce qu'ils sont 4 auteurs. Voilà. Et ça a été publié en 1994. Donc là, il y a peut-être quelques-uns qui n'étaient pas nés quand c'était paru. Donc on n'est pas non plus au niveau de la hype le plus moderne. En main levée, qui connaît ce livre? Elle est quand même pas mal, plus de la moitié en tout cas. Ce livre décrit pas mal de patrons de conception les plus connus. En tout cas, c'est vraiment le plus connu des livres de patrons de conception. Il catégorise les patrons de conception en 3 catégories. La première, c'est la patron de création. Donc ça permet de créer des objets. Donc le plus connu, c'est le singleton. Je ne vais pas avoir le temps de troller là-dessus, donc on va passer. Il y a la fabrique, le prototype. Deuxième catégorie, on va avoir le patron structurel. Donc là, c'est plutôt comment on va structurer nos objets. On va retrouver ici le composite, mais il y a aussi tout ce qui est proxy, décorateur. Et la troisième catégorie, ça va être les patrons comportementaux. Là, on est plutôt sur l'algorithmie. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le stratégie, le patron de méthode, le visiteur. Donc, le livre-là contient une grosse vingtaine en fait, de patterns. Et le thème de cette conférence était le composite. Donc, on va rentrer directement, en fait, on va faire un focus sur le composite. Le composite, si je prends la définition Wikipédia, alors je prends juste des trucs intéressants, c'est en gras, c'est d'abord une structure récursive. Dit autrement, on dit que c'est un arbre avec des feuilles et des nœuds qui contiennent des enfants. Donc ça, effectivement, c'est le côté intéressant du composite. Mais si c'était qu'une structure, on appellerait ça un arbre. Et donc, qu'est-ce que ça apporte, le patron composite? C'est que ça rajoute un algorithme avec une interface logicielle unique pour qu'on puisse appeler ça sur une feuille ou sur un arbre. Et comme ça, on manipule aussi simplement une feuille qu'un arbre complet qui peut contenir des milliers de choses. Ou si on voit le verre à moitié plein, on va pouvoir avoir la même complexité d'appeler un arbre simple que des choses simples, enfin, qu'un arbre simple qu'un élément simple. Pour ceux qui ne sont pas textuels et qui sont plutôt visuels, la modélisation qu'on voit souvent, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 3 éléments. Donc le composant, c'est l'abstraction qui contient l'opération. Cette opération va être implémentée aussi bien par la feuille que par le composite. Et le composite, qu'est-ce qu'il a en plus? C'est qu'il peut gérer des enfants. Il ne faut pas trop se fier non plus aux modélisations humaines. Hein, parce que si vous allez voir le singleton, où il y a des trucs statiques, alors que ce qu'on fait actuellement en Spring ou en Jakarta E, on fait un arrobase singleton, rien à voir. Donc en fait, effectivement, il ne faut pas être non plus trop à cheval sur la définition. Donc si je devais résumer en fait, le patron composite, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une structure de données arborescente. Et si on reprend la terminologie de composite, il y a compose, et on peut faire une composition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on pourra, avec des briques de base élémentaires, assembler un truc très très complexe, comme un peu des Lego. Donc avec des briques très simples, on peut faire des très belles choses. Et ça ne suffit pas, il faut pouvoir mettre un algorithme, et donc effectivement, on va avoir quelque chose qu'on va pouvoir parcourir notre arbre, avec une interface, on va pouvoir communiquer avec et récupérer un résultat. Donc là, c'est assez abstrait, on se dit, ok, maintenant je veux des exemples concrets dans le monde commun. Je vais utiliser des trucs qui sont de niche, hein, on va vraiment pas beaucoup utiliser. Le navigateur web. Donc quand, là encore un autre indice sur mon niveau, si je suis full stack ou pas. Hein. Côté HTML, on a un rendu, donc là c'est Hello World at Brestcamp, et je vais rendre
ce HTML. Donc là, effectivement, j'ai un site web. En quoi ça peut être considéré comme un pattern composite? Est-ce que d'abord, j'ai une structure arborescente? Si je prends ma structure, effectivement, j'ai un nœud body qui contient deux enfants qui sont des paragraphes qui eux-mêmes ont des enfants qui sont un texte, et le word adresse-camp. Donc là, effectivement, j'ai ma structure en arbre. Est-ce que mon interface, comment je peux manipuler, comment je vais pouvoir appeler cet arbre? Mon interface, ça va être de rendre le HTML. On peut prendre chacun des nœuds, on peut le rendre, et ça fait un rendu. Donc effectivement, on peut considérer en fait que le HTML utilise le pattern composite. Là, c'est ma partie du front. On arrête, ma partie côté back. Exemple qui va durer jusqu'à jusqu'à quasiment la fin de la conférence, c'est cette requête-là. On ne va pas faire plus compliqué que ça. Donc là, effectivement, on est sur du SQL. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on requête un produit, pour récupérer les produits dont le prix est supérieur à 500 et dont la marque n'est pas Apple. Voilà. C'est une requête certaine. Et en quoi ça peut être considéré comme étant un composite? Est-ce que j'ai un arbre? En fait, dans ma condition, dans ma clause where, effectivement, j'ai déjà un nœud end qui a deux enfants. Premier élément, c'est le prix doit être supérieur à 500. Le deuxième élément, c'est un note qui contient elle-même un enfant qui est Bren égale Apple. Donc déjà, là, on voit qu'on a une structure à 3 niveaux. Est-ce que vous avez une idée de comment d'avoir quelque chose, un arbre, ayant la même sémantique, mais sur 2 seuls niveaux? En gros, là, c'est le note et le Bren Apple. Si je dis Bren différent d'Apple, je vais me retrouver en fait avec juste un n avec deux enfants. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, c'est qu'un arbre qui peut être différent d'un autre, en fait, peut avoir la même sémantique. C'est ce concept-là qui est utilisé dans vos compilateurs. Effectivement, on passe d'arbre en arbre pour arriver à la fin au binaire. Et il faut que ce soit sémantiquement comme équivalent, sinon ça ne sert à rien. Donc là, j'ai ma structure, c'est quoi mon interface commune? C'est-à-dire que je vais récupérer donc mon ensemble de lignes de product et je vais les filtrer avec cette condition. Donc cette condition, effectivement, que j'applique. Et ça va me donner un autre dataset, un ensemble de lignes filtrées avec moins d'éléments. Donc là, effectivement, ce sera ceux dont le prix est supérieur à 500 et dont la marque n'est pas Apple. Est-ce que ça va, cette requête-là? On va l'utiliser quasiment tout du long de la conférence. Vous l'avez? J'ai pris une des plus simples. Je ne voulais pas non plus rendre ça trop complexe. Donc là, le but maintenant, ça va être de faire une API REST dessus pour pouvoir faire ces requêtes. Donc là, déjà juste à main levée, qui c'est qui a déjà fait une requête SQL pour récupérer des choses? Donc ça va, je ne vous ai pas perdu donc dans ce cas. Et qui c'est qui a déjà fait une API REST? Ok, ça va aussi, tout le monde. Bon, ça c'est les technologies, ça n'a pas trop de niche non plus. Qui c'est qui a déjà fait du Java? Ok, quand même pas mal en fait, on est. Ouais. Et qui c'est qui a déjà fait du Spring? Ok, bon voilà, ok, vous allez normalement. Donc là, l'exemple que je vais faire, ça va être du Spring, avec du JPA en plus pour accéder à la couche, avec du Postgre, et je vais juste faire un truc qui permet de récupérer des produits. Donc là, ça va durer quasiment la conférence, vous dites quand même, là, normalement c'est en 5 minutes, c'est plié. Mais en fait, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Hop, j'ai fait. Là, on repasse, c'est fini les slides. Hein. Je vous avais dit que c'était. J'aime pas trop les slides. Hop. J'ai fait des tests. Donc là, c'est pour. Je vais zoomer. C'est bon, est-ce que vous voyez bien? Un petit chouille en plus? Wow. Donc là, j'ai fait des tests pour rechercher. J'ai créé une API. Normalement, on la modélise comme ça. Souvent, on fait un get sur une ressource. Donc, quand on fait un get sur une ressource, on récupère tous les éléments. Je n'ai pas une grosse base de données, pas grave. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on met souvent des query param. Donc là, effectivement, on peut faire dire, je vais rechercher par marque. Et là, je dis, je cherche une marque qui est Samsung. Donc j'en ai moins. Ensuite, on peut dire aussi, je cherche par prix minimum égale 500. Donc là, la différence, je vais lancer les tests comme ça, on verra aussi. Hop. La différence entre le prix et la marque, c'est qu'effectivement, la marque, on va souvent chercher un champ par une valeur exacte. Pour tout ce qui est date ou plage de prix, on ne demande pas un prix exact ou une date exacte. Ce qu'on va faire, c'est plutôt une plage, donc on met souvent une borne minimum, une borne maximum. Donc là, j'ai juste fait la borne min parce que là, l'exemple qui m'intéressait, c'était ça. Et je peux les combiner.
price min égale 500 et Bren égale Samsung. Donc là, au niveau de nos query param, le et que je voyais dans ma requête SQL, je le retrouve dans mon query param. Donc effectivement, on peut dire ici, bah, j'ai un petit arbre. Alors pour le côté note, bah, on se dit, bah, c'est quand même compliqué avec les query param parce que, alors je pourrais faire un Bren note, proposer à chaque fois pour chaque champ différent une opération, mais ça va multiplier les choses et ça va être un peu compliqué. En plus, c'est juste un client qui a besoin de ça, donc ça m'embête de pourrir mon API à cause d'un client. Même si je respecte le client, rien à voir. C'est juste que j'ai quand même un respect pour mon API aussi. Là, c'est le truc de base. Qu'est-ce que ça fait comme résultat? Hop. Si je prends, j'ai fait afficher les requêtes SQL qui étaient exécutées. Donc quand je cherche tout, je n'ai pas de clause where. Quand je cherche par marque, bah, j'ai bien la marque. Quand je cherche par prix minimum, j'ai bien un price supérieur à quelque chose. Et quand j'ai prix minimum et Bren, j'ai le Bren et le price. Donc là, je commence à avoir mon côté arborescent. Mais on voit bien qu'effectivement, avec les query param, on est un peu bloqué parce qu'on va pouvoir faire des trucs très profonds. Bon, c'est pas grave, pour l'instant, c'est la première version, ça part en prod, c'est plutôt pas mal. Comment c'est implémenté derrière? Si vous avez déjà fait du Spring, on fait un REST controller basique, on dit l'API, enfin l'URI ici, on a un get mapping, on récupère les request param qui sont facultatifs. Donc là, c'est les critères de recherche, du Bren et du price min. Et ensuite, je vais avoir un repository que j'utilise avec Spring Data. Donc ça, effectivement, c'est ce qui permet de faire vraiment les accès aux bases de données. Quand je vais dedans, bah, c'est du JPA repository. J'ai défini quelques méthodes qui vont être implémentées automatiquement par Spring Data. Et si j'ai des trucs custom à faire, je mets ça dans une autre classe, enfin dans une autre interface que je vais implémenter. Donc souvent, quand on a ça, hop, j'ai vu 3 façons de faire passer les critères de l'API au repository. La première, pas forcément élégante, c'est un vieux routage avant dans le coup de service. C'est-à-dire qu'on a en entrée effectivement nos 2 critères, on a une liste de produits en résultat, donc ça c'est la signature de notre méthode, et suivant la présence ou l'absence des champs, eh ben, on appelle find all, find by Bren et tout ça. On voit qu'il y a 2 paramètres, il y a 4 possibilités. Imaginez avec 3. Souvent, ça s'utilise quand on fait d'abord une API REST, on récupère tout, et on rajoute un paramètre, on fait oh, fait chier, hop, et paf, je fais un if, et comme paf. Alors, je ne sais pas si à main levée, il y en a qui ont déjà vu ça. Voilà. Effectivement, on fait ça sur 1, maximum 2. Déjà, on se dit, il y a peut-être un truc qu'il faut peut-être avoir amélioré. Et souvent, quand on se dit, bah, faut améliorer, qu'est-ce qu'on part? On va partir sur du GPQL. Bon, l'équivalent de SQL, mais pour GPA. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire de la vieille concaténation de chaînes. Ça, c'est joli, ça. Donc, on se ramène, on fait, tiens, c'est du GPQL from product de P. Donc, je récupère mes produits. Ah, ce qui est intéressant ici, c'est que mon IDE, il me fait une coloration syntaxique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, là, il est utilisé comme paramètre de create query. Et donc, effectivement, il y a une configuration dans IntelliJ qui dit, bah, quand il y a un paramètre qui est ici de chaîne, et bah, c'est du format JPQL. Donc, si on doit utiliser une librairie qui n'est pas supportée, on peut venir configurer. C'est un peu désagréable. J'ai fait ça pour quelques autres trucs. C'est quand même une syntaxe quand même assez obscure. Mais ça permet d'avoir l'autocomplétion, la coloration syntaxique, et d'avoir quelques erreurs, pas de compilation, mais au niveau de l'IDE. Par contre, une fois qu'il a ça, il n'arrive plus ensuite à faire le côté dynamique des requêtes. Donc là, le where, il ne comprend plus. Parce qu'effectivement, ici, une fois qu'on a ça, c'est la base. Parce que si les 2 champs sont vides, on ne veut pas mettre de clause where. Par contre, ensuite, si le champ Bren est présent, on veut rajouter une clause. Donc on va d'abord rajouter ça dans une liste de string. Pour le typage, on n'est pas fou. On rajoute le paramètre. Et pour le prix, on fait pareil en supérieur. Et ensuite, si on dit les clauses ne sont pas vides, on rajoute à JPQL la clause ici where. Et on fait une jointure des clauses avec le n. Donc l'autre arbre est modélisé ici. Dans une chaîne de caractères, on voit un tout petit peu notre arbre, mais c'est pas foufou. Parce qu'effectivement, si je fais ça, ça compile, mais hein, voilà, vous avez compris, si je fais à peu près pareil partout, enfin voilà. Donc, est-ce que, à main levée, il y en a qui ont déjà vu ça? Donc, souvent, ce qu'on dit, c'est que quand on doit faire des concaténations de chaînes pour produire quelque chose, c'est pas valider la compilation, donc on essaie d'éviter. Donc, ce qu'on préfère, c'est d'utiliser des API programmatiques.
Et les API programmatiques, au niveau de JPA, c'est l'API Criteria. Désolé, mais c'est celle-là. Et alors, effectivement, elle résout quelques problèmes du JPQL, mais elle en a d'autres. C'est celle que j'ai utilisée pour le test que j'ai fait tout à l'heure. Mais toutes les variantes que je vous montre là ont les mêmes résultats. C'est la même signature. On passe 2 critères, on reçoit une liste. Donc le criteria, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose, sauf que ce que je fais là, je vais écrire ma requête dans une syntaxe un peu obscure, mais valider un peu la compilation. Alors déjà, j'ai besoin de 3 objets. Je récupère un criteria builder, nom complètement infâme. À quoi ça sert? Ça sert à récupérer les fonctions. Greater than, like, tout ça, il y en a une petite... il n'y a pas tout. Alors c'est ça qui est embêtant, c'est-à-dire que pour certaines fonctions spécifiques à Postgre, tu te débrouilles. Ensuite, on doit récupérer la query. Voilà, on se dit, OK, là c'est la requête. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur la requête? Attends, je vais remonter un petit peu. On va pouvoir faire le where, le distinct, le group by, donc tout ce qui concerne la requête. Ici, ça me retourne un produit, mais si j'avais fait un select count étoile, ça m'aurait retourné un long. Et le troisième élément qui est important dans cette API, ça va être le root. Et le root, c'est quelle est la racine à partir duquel tu fais le from. Donc là, je démarre ma requête, je fais un select from product, et donc effectivement mon root de product. Donc ça, c'est mes 3 objets. Déjà, on se dit, wow, je préfère un from en chaîne de caractères quand même. Mais il y a quand même des avantages. On va voir. Déjà, on va non plus faire des chaînes de caractères, mais on va utiliser des prédicats. Prédicats qui sont fournis par Jakarta Persistence, donc JPA. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on voit? On voit du AND, du OR et du NOT. Donc là, dans notre prédicat, on retrouve un peu nos structures arborescentes. C'est quand même plus sympa d'avoir ça que d'avoir une chaîne de caractères. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose. On va faire un vieux if. De toute façon, au final, on fait toujours du if. Et on fait, si le brand est présent, ce qu'on va en faire, on va rajouter au prédicat. Et là, le product brand equals mon paramètre, je vais l'écrire d'une façon un peu dégueulasse. Voilà, c'est l'API Criteria. C'est cb equal. Donc je lui dis que la partie, donc mon root où je récupère mon brand, donc l'attribut brand de mon root, doit être égal à mon critère que j'ai reçu en entrée. Et je vais faire la même chose au niveau du prix. Mais là, ce n'est pas le equal, c'est le greater than. Et une fois que j'ai ça, je fais un where. J'avais une liste, je dois passer ça en array. Syntaxe complètement immonde, là, on est d'accord? Quand on a ça, la relecture, c'est sympathique. Et une fois qu'on a ça, on passe la query à JPA et il se débrouille. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que ce qu'on voit ici, c'est que mon root, quand je lui dis récupère-moi le brand, je ne mets pas une chaîne de caractères. C'est-à-dire que si je change ma modélisation, ça ne passera plus, la compilation pétera. Et ça, on se dit, ça vient d'où ça? Parce qu'en fait, moi j'avais des products. Products, c'était mes entités. Parfait. Là, c'est un product underscore. Déjà, encore JPA, il fait l'API Criteria, vraiment, elle est quand même dégueulasse jusqu'au bout. Donc, ils ont fait un autre truc qui c'est le métamodèle statique. Donc, c'est un truc qui a été généré par un processeur Hibernate, donc à la compilation, il parcourt tout notre code, il trouve les entités, et il nous dit, en fait, j'ai trouvé un price, un modèle, un ID et un brand. Et ça, c'est pas suffisant. En fait, en plus, on peut aller encore beaucoup plus loin. On peut dire, effectivement, en fait, un produit a un seul prix, et c'est du type big décimal. Il type en plus. Et là, effectivement, on a du modèle, et là, c'est une chaîne de caractères, l'identifiant, c'est un long, et le brand, c'est une chaîne de caractères. Donc là, on a un typage un peu plus fort. Donc on se retrouve ici, effectivement, à faire une requête, et s'il y a quelque chose qui change, il y a une validation plus forte, et on ne peut plus avoir de possibilité d'oublier une parenthèse fermante, ou d'oublier un espace. Normalement, c'est bon, c'est géré. Par contre, quand ça commence à être compliqué, ça, quand tu as ces critères builder qui fait plusieurs pages d'écran, surtout quand tu zoomes à 150, et en fait, effectivement, on n'arrive pas à la lire. Donc on se dit, ok, là on a vu 3 façons de faire. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont utilisé ça. Normalement, il devrait y en avoir moins. Ouais. Mais effectivement, on y va parce qu'on est obligé. Mais après, il y a d'autres solutions. Mais j'ai pris celle-là parce que c'était celle qui était livrée par JPA. Et en plus, ça me sert pour le suite du talk. Alors,
Donc là, on a 3 façons de faire, mais on a toujours le même résultat. Donc en fait, je n'ai pas avancé, je me suis dit, mon client, il m'envoie toujours mes critères. J'ai peut-être des solutions plus élégantes avec les critérias, parce que je vois mon arbre, tout ça, mais j'ai rien de plus. Alors en fait, Spring, il a fourni quelque chose en plus au-dessus de l'API Criteria, qui s'appelle les spécifications. Donc les spécifications, là, si je retourne sur la version 1 de mon repository, j'ai JPA repository, donc j'avais mis toutes mes méthodes ici, mes méthodes d'extension. Et bien avec les spécifications, qu'est-ce que j'ai? Mon repository est beaucoup plus light. Là, on a JPA repository, bon, toujours les méthodes fournies par défaut par Spring Data, mais je vais avoir un JPA spécification executor, qui est fourni aussi par Spring Data. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une interface qui fournit, en plus à notre repository, un ensemble d'opérations, donc trouver des choses, supprimer, tout ça, mais ça ne prend pas en paramètre un JPQL, une chaîne de caractères, on ne sait pas ce que c'est, mais ça prend en paramètre une spécification de T. Alors là aussi, effectivement, quand on écrit ça, les génériques, souvent ils mettent T, X, tout ça. Arrêtez, là c'est une entité, donc il faut mieux mettre E déjà, et en fait on n'est pas limité à un seul caractère, on peut mettre entité, enfin juste pour la lecture. Enfin, c'est juste un... Il faudra que je fasse une NMR chez Spring, je ne suis pas sûr qu'ils acceptent. Donc là, sur une spécification, qu'est-ce que c'est qu'une spécification? Parce que là, on a une fonctionnelle interface. Bah, est-ce que ça ne va pas me rappeler un petit peu le pattern composite avec mon opération? Je commence à avoir du not, je commence à avoir les nœuds, le end, le or, ça a l'air de composer, en tout cas, un composite compose, on est quand même assez proche. Et l'interface fonctionnelle, c'est celle-là. Qu'est-ce que ça fait? Ça prend en paramètre les 3 objets que vous avez montrés de l'API Criteria, et ça retourne un prédicat. Donc en fait, effectivement, là, ce que j'ai fait, on retrouve plus ou moins les mêmes concepts. On se dit, OK, c'est cool. Comment j'utilise ça maintenant? Bah, on va créer une petite classe à côté, où là, je vais pouvoir mettre des spécifications. Je vais faire des classes anonymes ici. Donc je dis que j'ai une spécification de product qui doit être que la marque doit être égale à quelque chose. Donc je fais une classe anonyme ici. Donc là, j'ai ma spécification. Si la marque est nulle parce que mon request param est nul, bah, je retourne un prédicat nul. Le JPA, c'est très bien géré ça. Et sinon, je mets juste la partie qui m'intéresse, qui est le CB equals. En gros, là, j'ai assez, pour comprendre le code, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, on a tout extrait, on a mis ça dans des endroits séparés. Parce que l'API est quand même assez dégueulasse, donc effectivement, si on arrive à mettre chaque chose à sa place, c'est beaucoup plus simple. Et je peux faire aussi, tiens, là, mon price greater than, avec mon greater than, et la même chose. Et donc, comme on est dans un composite, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut composer. Et donc là, mon spécification where price greater than 500 and not la marque est Apple, je peux le faire. Et ça, en plus, je peux le nommer. Je peux dire que c'est des bons produits. Et donc là, c'est cool. Je peux utiliser ça au niveau de mon API. Mon repository est très ouvert. Il accepte un arbre, il récupère, il exécute. Et là, si j'ai un besoin au niveau d'un batch, je lui dis récupère-moi tous les bons produits. Je peux venir composer ma requête, faire mon truc, je l'envoie et je récupère ça. Pas besoin de faire des requêtes spécifiques à chaque fois de critères builder abject. Là, on compose, on commence à faire des choses un peu plus élégantes. Ça c'est bien, mais au niveau de mon front, en fait, j'ai toujours mes query param qui sont dégueulasses. Donc, je ne vais pas pouvoir faire rentrer ça en good product. Parce qu'effectivement, là, j'ai toujours mon brain et mon price. Là, ce que je fais, j'adapte mes 2 critères en spécification. Et donc ça, je récupère ma spécification, je crée une spécification, et je l'envoie à mon repository. Donc là, normalement, si je vais là, c'est les mêmes tests que ça tape sur la V2, et ça donne le même résultat. Normalement. On croise les doigts, mais normalement, ça devrait faire la même chose. Donc là, j'ai toujours mon from qui retourne. Quand je cherche tout, j'ai pas de clause. Le brain, j'ai que la partie brain, et quand je fais les deux, j'ai bien mes 2 conditions. On a un peu avancé, donc en fait, on a peut-être amélioré notre code jusqu'au repo, mais en fait, notre client, il voit ça, en fait, il n'a aucune plus-value. Hein. Il ne peut toujours pas appeler pour appeler ses bons produits. Et donc, on se dit, bah, je suis un peu bloqué avec les query param. Est-ce que je ne trouverais pas une autre façon de faire pour passer quelque chose de plus complexe?
Et donc, on ne peut pas passer en query parame, on passe par le payload. Soit je vous endors, ou soit le café était passé fort. Mais, Et donc, pour ça, il va falloir... Et quand on fait du payload pour du reste, comment on le sérialise ça? On fait du JSON. Et quand on fait du JSON en Spring, on utilise quelle librairie? Jackson. Alors, un truc par défaut, après, vous pouvez changer, mais... Donc là, le but, ça va être de se dire, est-ce qu'on peut mettre un arbre en payload? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est compliqué ou pas? Bon, on va voir. Donc, je crée une classe spécification DTO pour la partie HTTP. Je mets rien dedans. Je mets les implémentations. Là, c'est les notations de les classes scellées en Java, je ne sais plus combien. C'est assez récent, peut-être que vous ne l'avez pas, mais ça peut être assez pratique. Je dis ça peut être du AND, du NOT, du OR, du equals ou du greater than. Donc ça, c'est pour la partie Java. Pour Jackson, il faut rajouter un petit peu. Effectivement, c'est un peu désagréable. Et là, ce que je dis, c'est qu'effectivement, le N spécification DTO, je vais le nommer N, parce que j'ai peut-être pas envie que mon client mette N spécification DTO. Et là, pour que Jackson utilise ce nom, je lui dis, utilise le nom, pour être sûr. Et le wrapper, je vais juste montrer tout à l'heure, mais c'est juste pour avoir un effet de style. C'est juste moi, voilà. J'avais envie de le faire. Et si je retourne sur le N, qu'est-ce que c'est? Le N, c'est juste une liste de clauses qui doivent être satisfaites. Alors le OR, je vous laisse deviner, mais c'est une liste de clauses. On n'est quand même pas sur du code très, très dément. Le NOT, c'est pas une liste, c'est une seule clause. On inverse, une seule clause. Bon. Le equals, et là, je vais dire, qu'est-ce que je veux avoir comme égalité? Je vais dire, je vais passer une propriété, donc le brand ou le price, et je vais mettre une valeur. Sauf que là, on voit bien que brand et price, big decimal, string, tu vois. Donc en fait, il faut utiliser la classe parente la plus proche. Et souvent, quand on fait du composite et qu'on veut faire un peu de générique, on arrive à avoir des objects. Et en fait, la compilation, il n'y a pas de validation. Il va falloir faire toute cette validation en runtime. On se retrouve comme du JavaScript. Et là, bam, merde, quand même. Mais on va voir quand même, il y a quand même quelques intérêts. Pour les greater than, c'est pareil que equals, une propriété avec une valeur. Mais là, c'est juste qu'il va falloir qu'elle soit plus grande que ça. On se dit, OK, bon, on a tout ça. Est-ce qu'on peut désérialiser du JSON pour arriver dans cette structure? Là, j'ai fait deux choses. J'ai fait une version simple. Donc, je dis juste, là, il y a equals qui contient un autre objet. Alors déjà, la syntaxe est un peu bizarre. Ça, c'est le côté wrapper object. Je mets le nom de mon instance en tant que clé et je dis que le contenu de l'objet, ça va être les champs de cette instance. Donc, c'est juste des actions que j'ai configurées. On configure comme on veut. Et là, je lui dis effectivement, la marque doit être égale à Samsung. Et là, maintenant, ce que je peux faire avec ça, c'est que je peux dire, mon prix doit être supérieur à 500 et la marque ne doit pas être égale à Apple. Je peux combiner. Et effectivement, là, je vérifie juste que j'arrive à désérialiser ce JSON, à le mettre dans mon arbre. Parfait. C'est cool. On va essayer de mettre ça dans notre API, dans une V3. Ça commence, en faisant par itération, on va passer pas mal de temps quand même dans cette application. Ici, on arrive, on a du V3 product. Je dois faire un post. Je ne vais pas faire un post sur product parce que c'est pour créer un objet. Donc, je vais suffixer par search pour dire je vais faire une recherche. Un peu à la manière d'Elasticsearch. Ceux qui font underscore search, mais la même chose. Et là, je ne vais plus passer des requests parables, je vais passer un body, qui est mon spécification DTO. Jusqu'à là, ça passe. Et là, maintenant, il va falloir passer ce spécification DTO en spécification de Spring. Et là, on se dit, non, désolé. Normalement, j'avais un composite. Et le composite, il y a une méthode dessus. Sauf que là, si on se rappelle, je n'ai pas mis de méthode, c'est un DTO. Donc là, est-ce qu'on est vraiment composite? Non, parce qu'en fait, il manque la méthode. Par contre, il y a un autre pattern du Gangoffer qui va nous venir en rescousse pour nous sauver. Et là, effectivement, vous pouvez le voir, c'est le visitor. Ce qu'on va faire, en fait, grosso modo, là, c'est on prend nos spécifications, on dit il y a quelqu'un qui a visité, laisse-toi faire, et tu vas voir, ça va produire une spécification. Donc on se dit, ok, bon là, il faut que je revienne un tout petit peu sur les slides, je suis désolé, parce que je pense qu'on parle de composite, ça passe sur le visiteur. Qu'est-ce que c'est que le visiteur?
Alors, on va commencer par la définition. Déjà, ce qui est intriguant, c'est que c'était catégorisé dans les patrons de conception comportementaux. Alors que le composite, c'était structurel. Alors moi, j'ai envie de faire la même chose. Et en fait, on voit que déjà la catégorisation est un peu... bon, ça dépend, en fait, qui c'est qui l'a catégorisé. Et le visiteur, qu'est-ce que ça sert? En fait, c'est un comportement, ça permet de séparer un algorithme d'une structure de données. Là où le composite, on mettait la structure de données, on mettait l'algorithme dedans, le visiteur, c'est l'inverse. On prend un truc qui était mixé, on sépare, et on a un visiteur qui a visité une structure. Voilà. Donc au final, visiteur composite, pour moi, c'est juste où vous mettez l'algorithme, mais pas trop d'impact. Et donc si on reprend ici la modélisation pour ceux qui sont plutôt visuels, l'interface AB, ça correspond à notre spécification DTO, donc on va avoir toutes les implémentations ici. Et on va avoir des visiteurs qui va permettre de visiter. On va avoir visiter le N spécification, le OR et ainsi de suite. Donc si on traduit ça en notion objet, si on compare composite visiteur, le composite, ça va utiliser souvent deux notions qu'on mélange. C'est la redéfinition de méthode quand on fait du composite. Parce qu'on a une méthode définie au la classe abstraite, on va redéfinir les méthodes dans chaque implémentation. C'est l'overriding. Souvent qu'on confond avec l'overloading, la surcharge de méthode. La surcharge de méthode, c'est sur la même classe, je vais avoir le même nom de méthode, c'est juste que le paramètre va changer, le type du paramètre. C'est ça qui va permettre de choisir. Donc il ne faut pas confondre les deux là, souvent on les confond. Donc il faut faire attention, mais... Et donc c'est juste la différence pour moi, elle tient juste à ça, effectivement, c'est une façon de modéliser différente. Et donc lequel choisir? Le composite est le plus simple. Par contre, le visiteur, il est beaucoup plus puissant parce que des fois, on ne peut ou on ne veut pas mettre l'opération dans la structure. Moi, j'étais dans une DTO, je ne voulais pas mettre mon opération dedans, donc je mis ça dans un visiteur. Alors, des fois, on n'a pas le choix. Si la structure vient d'une librairie tiers, si je dois parcourir un predicate de JPA, je ne vais pas pouvoir modifier le code, je ne vais pas faire une paire, je pense qu'il va être refusé. Et sinon, ce qu'on peut avoir aussi, c'est intéressant, c'est d'avoir plusieurs visiteurs sur notre structure. Parce que là, j'ai une spécification, j'ai un visiteur qui me produit une spécification qui est pour JPA, mais je pourrais avoir un visiteur qui est pour ES, Elasticsearch. Je peux avoir un visiteur qui est pour Mongo. Donc j'ai déjà fait sur de ES, c'est très, très facile, c'est même encore plus facile que JPA, parce qu'on n'a pas toutes les problématiques de SQL qu'on essaye de résoudre avec les ORM lourds. C'est vraiment très, très, très simple. Et le troisième cas qu'on peut avoir besoin aussi, c'est qu'on a envie de se faire injecter des bins. Si dans le composite, à un moment donné, on a besoin d'accéder à quelque chose qui a été créé par Spring, et avec le composite comme c'est Jackson qui le fait, il n'y a aucune injection de dépendance qui est faite dedans. Alors qu'avec un visiteur, on peut rajouter un repository, un service et tout ce qu'on veut. Et pendant le parcours de l'arbre, on pourra accéder à des bins. Voilà, c'était un petit, pour remettre un peu de contexte sur le côté visiteur. Donc on a à peu près la même chose. Juste on nomme différemment, c'est par rapport où c'est qu'on l'a mis. Soit. Donc nos spécifications, ici, on dit, tiens, on va le passer à notre visiteur, qui est le product. Qu'est-ce que c'est que le visit? Ici, on a le polymorphisme du pauvre. On arrive, on fait un switch, et puis voilà. Et on dit, ensuite, on va faire de la surcharge de méthode, on va rediriger vers la bonne méthode. En disant, si c'est du N, tu vas pointer ici. Si c'est du OR, ici. Le SIL class, il est intéressant ici. Hop, si je rajoute une nouvelle opération, il me dit, hop, là, petit bonhomme, il manque une valeur. Parce que là, toutes les implémentations, je les connais, et là, il t'en manque une. Donc là, les SIL class, dans le cas là, intéressant si on veut rajouter des opérations. Parce que si on a plein de switches un peu partout, comme ça, avec des visiteurs différents, il faut bien penser à passer partout. Et donc pour ça, là pour mon N spécification, c'est assez simple, je lui dis juste que ma spécification, je visite toutes les clauses enfants et il faut que toutes soient satisfaites. Pour le OR, une doit être satisfaite. Et pour le not, je visite la clause et je l'inverse. Et pour le equal, si il est greater than, là ça va dépendre de ce que je recherche. Et donc pour ça, hop, ici j'ai fait une implémentation de spécification pour les produits. Et là, je peux dire, pour mon equal, suivant la propriété, je vais rediriger vers les méthodes de mon product spécification que j'avais présenté avant. Donc là, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux faire une recherche exacte sur le brain, le price. Je peux faire aussi une recherche greater than sur le brain et le price, oui, parce qu'on peut faire du supérieur sur une chaîne de caractères. Si je veux rajouter une nouvelle opération, je le rajoute et je dis quel champ je veux implémenter. Donc là, je commence à avoir quelque chose d'assez puissant, parce que là, je peux faire à peu près toutes les opérations que me permet de faire SQL.
Après, voilà. Et une fois qu'on a ça, on a bien nos spécifications, on fait un find all et ensuite on le récupère. Donc ça, qu'est-ce que ça donne au niveau... Là, c'est plus les mêmes tests parce qu'on est passé des query param à un body. Donc on fait un post. Pour récupérer tous les éléments, on fait un post de search. On récupère bien 3 éléments. Pour le price min, lui passe à body, la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait fait la désérialisation. Je lui dis que là, le prix doit être supérieur à 500. Il me retourne bien 2. Pour la marque, là, c'est un equals. Et pour mon prix min et bren, je peux faire un n de quelque chose equals Samsung. Là, j'ai mis oui. Et pour ce qui est plutôt intéressant, c'est le good product. Là, je vais enchaîner un greater than, un not, un equals de bren de Apple. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est effectivement pour le all, je n'ai pas de clause. Pour le bren, effectivement, comme d'habitude. Et pour les bons produits, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a price min supérieur, n, bren différent de quelque chose. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, ce n'est pas du tout ce que j'ai mentionné, moi, le note. Enfin, en gros, c'est l'arbre d'équivalence que j'avais mentionné tout à l'heure. Moi, j'ai bien dit un not equals, et j'ai envoyé à JPA un not equals. Ça veut dire que Hibernate, quand il a récupéré, lui aussi, il parcourt des arbres. Il a dit, ok, je regarde ça, et je vais le transformer. Parce que là, quand je vois un not et equals, en fait, c'est un différent. Donc le truc d'équivalence entre les arbres, il n'y a pas que nous qui l'utilisons. En fait, c'est utilisé aussi par JPA. On va arriver ensuite sur la base de données. Lui, il va parser son SQL et il va passer d'arbre d'équivalence en équivalence, arriver à un point d'exécution. Donc effectivement, c'est une façon de gérer les arbres. En fait, toutes les technologies qu'on utilise quasiment, enfin en tout cas quand on fait de la recherche de moteurs de base de données, l'utilisent aussi. Et ce n'est pas si compliqué. Après, il y a pas mal de code un peu éparpillé, mais chaque méthode est assez simple. Donc là, on se dit, c'est cool, mon client, maintenant, il peut envoyer à peu près toutes les requêtes qu'il veut. C'est cool, ça. Donc là, alors je ne sais pas si vous allez l'implémenter lundi, mais ici, il y en a un qui dit, OK, je veux le faire, mais je ne suis pas sur Spring, garçon. Moi, je suis sur Quarkus. Ah, merde. Ah, comment je fais? Est-ce que Quarkus a les spécifications? Je sais pas, parce que sinon, si tu n'as pas les spécifications, tu es quand même un peu embêté, toi. Voilà, on va voir. Alors, j'ai anonymisé, mais... Il y a un ticket là, la semaine dernière. Implément de spécification, par exemple, for Panache, ouvert depuis 2020. On est en 2025, ouais, quand même. Je pense que ça ne va pas se résoudre tout de suite, ça. On se dit quand même, c'est dommage, parce qu'en fait, si ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas fait, je vais peut-être pas l'implémenter quand même, parce que voilà, autrement, ça va être trop de code, je ne vais pas non plus faire une librairie à la Spring, tout ça. Peut-être que si, en fait. Est-ce que c'est dur? Qu'est-ce qu'on a besoin, en fait? Qu'est-ce qu'on a besoin quand on fait ça? On a besoin d'une interface spécification. Spécification, j'ai repris le light, j'ai juste pris la méthode qui m'intéresse. Je prends le to predicate, je mets les 3 objets, ça me retourne un prédicat. Jusqu'à là, vous n'avez pas perdu. Voilà, ce que je suis obligé de faire, c'est une implémentation pour le or et le end. Je n'ai pas fait le note, mais vous imaginez, il y a un petit peu de trucs pour les 3 nœuds principaux du SQL. C'est pas foufou. Là, ça se ressemble en plus, quand même. Là, vous voyez, ça change. Et là, on a ça. Donc maintenant, avec ça, je peux recréer mes product spécifications que j'avais sur Spring. Sauf que les spécifications, c'est mon interface. Maintenant, on se dit, ouais, mais là, il va falloir que tu fasses rentrer cette requête dans Panache, parce que c'était le nom de l'équivalent de Spring Data, des repositories. Et ça, on se dit, OK, on va essayer d'étendre Panache repository base, on va lui mettre une spécification. On va lui faire un fan de la spécification. Je prends une spécification d'ailleurs, c'est pas un. Et on va mettre une classe, parce que je n'ai pas envie de faire de l'introspection pour trouver la classe du repository. Je vais créer mes 3 objets, que je vous ai montré tout à l'heure. Rien de fameux, on crée une query, et la query, on va lui faire where, et on va dire à la spécification, rends-moi mon prédicat. Et je récupère la liste. Et c'est tout. Voilà. On a fait une spécification, un POC, après on peut mettre de la pagination, il y a d'autres choses, mais là on a la version de base, et comment on l'utilise au-dessus? Je récupère mes query param, là j'avais la flemme de faire le post, donc je suis reparti sur les query param, et j'ai pas fait toutes les fonctions pour faire du truc fluent, mais j'ai une spécification où ça fait un n sur la marque et sur mon prix minimum. Et donc ça, effectivement,
je peux appeler mon API Quarkus. Et ça me retourne bien ma requête avec du brain et du price supérieur. Donc effectivement, implémenter ça, un arbre, enfin le mail de moteur, c'est quelques lignes de code. Comme j'avais dit, j'ai déjà fait ça sur ES, c'est très simple, c'est encore plus simple que le SQL, et le JPQL aussi. Donc là, effectivement, il n'y a pas de raison de se dire c'est trop complexe, enfin en gros, c'est d'autres complexités, mais en tout cas, au niveau ligne de code, c'est très peu de lignes de code. Donc on se dit, bah parfait, le talk est fini, bah, il reste 14 minutes. Non, il y a un petit truc, en fait, Spring nous a menti. Il utilise des mauvais termes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pattern spécification, c'est un pattern qui n'existe pas dans le GOG of 4. C'est Martin Fowler, un certain Martin Fowler, qui a défini ça. Alors je ne sais pas s'il l'a défini ou il l'a récupéré de quelque part. Ils nous disent que c'est un pattern composite. Bon, ouais, composite, c'est ça que j'avais compris que c'était un composite, effectivement, ça y ressemble fortement. Par contre, le critère qui est, ça doit retourner un booléen. Bon, bah, je ne suis pas vraiment booléen, toi. J'ai retourné un prédicat, j'avais des trucs, j'étais hyper lié à JPA. Là, tu me passes un objet et ça me retourne en fait, ça me retourne booléen ou pas. On se dit, ok. En fait, c'est peut-être plus simple de l'appeler spécification parce qu'en fait, là, ce qu'on avait, le prédicat, au final, c'est juste un proxy pour faire une spécification. Donc, l'appeler spécification proxy ou proxy spécification, je pense que ce n'était pas non plus très vendeur. Donc, spécification, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est pour ça que quand on utilise les termes, les noms de patterns, il ne faut pas être trop regardant des fois. Des fois, on l'utilise un peu mal, mais ce n'est pas très grave. Même Spring l'utilise mal, donc, au bout d'un moment. Et donc, ce patron-là, on se dit, ben, si vous faites du Java, et ce que j'ai cru voir qu'il y en avait pas mal qui le faisaient, j'espère que vous faites plus que du Java 8, j'espère pour vous quand même, et ben, ça existe depuis Java 8 avec l'interface predicate. Ça, en fait, un truc qui prend un objet et qui retourne un booléen, c'est une spécification. Et là, j'ai écrit les good product en version predicate, et c'est plutôt pas mal. Ouais, pas mal. Je ne sais pas si c'est pas mal en fait, mais enfin, ça s'écrit. Maintenant, ce qui est différent entre les patterns de spécification et ce qu'on faisait avant, c'était qu'avant, j'avais un arbre qui venait de la base de données, je le remontais un peu comme un saumon qui remonte pour aller se reproduire et mourir tranquillement. Là, l'exécution, c'est moi qui le fais. Enfin, c'est pas pour envoyer à quelqu'un. Et donc ça, on se dit, bah, en quoi ça pourrait être utile? Parce que là, j'ai des produits, je vais vendre, parce que le fait, il faut quand même gagner de l'argent. Et on est en solde. Je voudrais bien savoir si un produit est, oui ou non, en promotion. Ça pourrait être intéressant. Effectivement, ça c'est un cas d'utilisation qu'on peut avoir. Mais sauf qu'on est une marketplace. Et on a plusieurs vendeurs. Et suivant le vendeur, on va avoir besoin de dire, lui, c'est plutôt les iPhones, lui, c'est plutôt les Samsung. Et en fait, chacun aura ses promotions propres. Et ça, on va pouvoir le configurer. Ça commence à être un peu compliqué, ça. Est-ce que les spécifications peuvent nous aider? Alors, il y a un truc que j'aimais bien sur le truc précédent, c'était qu'on pouvait sérialiser, désérialiser. Avec cette interface-là, on est un peu bloqué. Donc, on va voir, en recréant un truc à côté, est-ce qu'on peut créer une petite politique d'application, de savoir si on a une promotion ou pas suivant un marchand, pour ensuite dire, ok, bah celui-là, il a une promotion, celui-là n'a pas de promotion. Donc, spécification. Donc la vraie spécification cette fois. Ah, j'arrive pas à remonter. Hop. Alors ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a fait, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. On a une spécification avec du n or not brain price min. Les implémentations, ça ne produit plus un prédicat, ça fait directement en mémoire. Donc là, on fait du traitement en mémoire. Ce n'est pas pour donner ça à quelqu'un. Et on fait la même chose pour pouvoir sérialiser ça. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, imaginons, on a un test, on a un vendeur A. Ce vendeur A, il a une politique de promotion qui est que ça doit être un price min supérieur à 500 et que ça ne doit pas être de l'appel. Ce que je voudrais pouvoir dire, effectivement, c'est que le S24 et le S25 sur lesquels la promotion s'applique. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est sérialisé. Et si c'est sérialisé, ce n'est pas que pour appeler sur le réseau. On peut le mettre en base de données. On pourra avoir dans notre table marchand une discount policy qui contient non pas un champ qui dit true, false, ou voilà, enfin, mettre des booléens, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, mais de mettre directement un comportement. Là, on pourra dire, ok, bah là, je vais désérialiser ça de ma base, et je vais pouvoir appliquer ça. Et donc, effectivement, quand je fais ça, j'ai bien
que mon S24 et S25 sur lequel le marchand A a sa promotion. Sur le marchand B, lui, bon, il est pro Apple. Il met tout Apple. Et voilà. Donc là, effectivement, on n'a que l'iPhone. OK, donc ça c'est cool. Maintenant, vous allez me dire, quand tu vas sur un site, que vous avez une promotion, est-ce que vous voulez savoir qu'il y a une promotion seulement? Non, c'est pas ça qui vous intéresse. C'est le montant quand même. On dit, ouais, j'avais spécification. Hein. Moi, spécification, c'est booléen. Ah, zut. Comment je pourrais faire? Parce que là, voilà, comment je... Ouais. En fait, si on faisait juste, on va juste changer l'interface. Ça ne retourne plus un booléen, ça retourne un entier, par exemple. OK, qu'est-ce que ça fait? C'est plus ou moins comme ce qu'on avait montré, sauf que là, ça retourne un entier. Petite différence, c'est qu'avant, je disais le n not or. Alors ça, c'est lié à l'algèbre de boole. Là, j'ai des entiers. Hein. Donc les entiers sur l'algèbre de boole, ça ne marche pas. Donc là, je vais pouvoir peut-être simuler le n et le or avec du max et du min. Une fonction mathématique, pas rentrer dans le détail. C'est pas très évolué quand même. Mais, et pour le not, je ne peux pas le faire. Donc je vais créer une opération spécifique pour mon brain not. Et quand j'ai le prix minimum, ce que je donne effectivement la valeur et je lui dis le montant de ma promotion. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que j'ai toujours mes mêmes produits. Ce que je peux dire sur mon vendeur A, je lui dis, bah, il faut que le prix minimum soit de 500, et si dans ce cas, c'est 10%, et que ce n'est pas Apple, et dans ce cas, c'est 10%. Et il prend le min. Ça fait une sorte de et logique sur les hints. Et donc là, ce que je vais avoir, c'est que pour mon S24 et mon S25, j'ai bien 10%. Et les autres, non. Parfait. Donc là, effectivement, j'ai réussi à mettre quelque chose. Je peux mettre ma politique de promotion par marchand en base de données sérialisée, laquelle je peux désérialiser et que je peux changer dynamiquement. Et pour mon note, mon vendeur B, là maintenant, lui, il est toujours pour Apple, mais il fait une promotion de 15%. Et si c'est du Samsung, c'est du 5. Et là, je mets un max, donc c'est un OR. Et là, ce que je vais avoir, c'est que pour tout Samsung, j'ai du 5. Et pour l'iPhone, je vais avoir du 15. Et donc là, c'est très intéressant parce qu'en fait, effectivement, dans ma configuration, c'est plus que des simples valeurs, c'est vraiment du comportement. Et là, on arrive à un point où j'avais une fonction. En gros, je passe quelque chose, ça me retourne un entier. Et donc, on se dit, bah, en fait, moi, je fais des fonctions aussi en programmation. Donc, est-ce que je ne peux pas faire un programme directement comme ça? Eh bah, en fait, il y a un autre pattern du Gang of Four qui existe. Il y en a plein quand même. Hein. Ouais. C'est l'interpréteur. Et là, dans la forme, vous allez vous dire, ah, normalement, vous reconnaissez le côté gauche-droite, balancement, c'est du composite. Alors, ils n'appellent pas ça feuille et composite, ils appellent ça expression terminale, expression non terminale. Et ils mettent un contexte. Mais grosso modo, c'est la même chose. Hein. Et ce qui est intéressant, de toute façon, ils le disent dans la définition, c'est du composite. Le truc le plus intéressant, c'est un arbre de syntaxe de langage. Donc depuis tout à l'heure, en fait, ce que je vous fais, c'est des langages. Et dans les exemples que je vous avais montrés, HTML, alors je vais bien faire une petite... Et SQL, dans le L de langage. Et donc, ce que je faisais avec mon Jackson, moi, en fait, c'était juste un gros flemmard, et je ne voulais pas faire une chaîne de caractères, créer un parseur. J'ai délégué ça à Jackson. Je récupère directement l'arbre syntaxique. Parce que, en fait, bah voilà, la flemme. Toi. Si un jour j'ai besoin, je pourrais le faire, mais là, j'ai pas envie. Et donc, pour l'interpréteur, on se dit, OK, bah, qu'est-ce que je peux faire avec un interpréteur? Je vais vous montrer un exemple. Hop, rapide. Ah, zut. Interpréteur. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait avec juste d'autres termes. Là, j'ai un programme qui prend un object mapper parce que parser quelque chose, ça me fait chier. Et donc j'arrive, je récupère mon fichier programme.json, je le mets ça en tant qu'expression et je l'exécute avec un contexte. Mon contexte, c'est des variables que je peux mettre et récupérer. Bon, et je mets de l'object parce qu'effectivement, ce sera au runtime. Mes expressions, qu'est-ce que c'est? Greater than, lower than, plus ou moins, not equals, random, pas foufou, hein. Il y a quelques-uns. Donc là, effectivement, souvent assez concis. Hein. Il n'y a pas non plus des trucs de fou. L'input, ça permet de mettre... il y a du texte en plus, donc là, on catch. Bon. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce programme?
Ah, il me demande des trucs, en plus. Ouais. Vous avez un nom entre 5 et 10. Ah, bah dis donc. Ah, c'est trop grand. Ouais, t'es sûr? Ah, 30, bah ouais, 34, ouais, c'est trop grand aussi. Trop petit, hop, c'est gagné. Donc là, en fait, j'ai créé un programme qui est en dehors. Ouais, c'est dans du JSON. Hein. Alors, je ne sais pas s'il faut le faire tout le temps, hein, je ne vous dis pas qu'il faut le faire tout le temps. Mais les possibilités, en fait, de pouvoir faire un langage, on peut créer le langage qu'on veut. Et donc, juste pour vous montrer rapidement, le programme, il fait 60 lignes, un peu moins, 59. Et effectivement, là, je vais d'abord assigner une variable expected avec une expression random. Ensuite, j'ai répété un bloc pour me demander une entrée. Je vais faire un test et tout ça, jusqu'à ce que ce soit ex aequo. Et ensuite, bah, boum, je dis c'est gagné. Donc là, effectivement, on a créé un langage. Avec un langage très ouvert, on peut faire beaucoup de choses. Comme on peut le sérialiser, on peut le mettre en base de données. Donc c'est-à-dire que toutes les configurations que vous avez, où il y avait des variables, vous en avez 40 000 pour créer quelque chose, en fait, ça peut être factorisé dans un arbre où, en tout cas, on peut décrire précisément par tenant, par exemple, si on est multiple tenants, souvent le cas, et ben, on va pouvoir créer des configurations spécifiques par tenant. Et donc, pour conclure, parce qu'il n'y aura pas le temps de beaucoup de questions, le patron composite, effectivement, c'est très flexible et extensible. Bah oui, c'est un langage. On peut créer un langage. Donc, effectivement, quand c'est un langage, bah, normalement, c'est extensible et c'est flexible, normalement. Sauf si vous l'avez mal modélisé. Ce qui était d'ailleurs le cas sur mon min-max de mes promotions. C'était pas foufou, hein, je ne me suis pas foulé non plus. C'est pas mon métier, donc effectivement, là-dessus, faire dans le marchandage. Donc j'ai fait un truc très simple. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la place de se faire un parseur soi-même, on peut utiliser un truc qui existe déjà. Pour éviter de le parser ça, de faire ça, de découper une chaîne de caractères en token. Donc on sauvegarde directement juste l'arbre, on le récupère, et après on l'exécute. Donc ça, effectivement, c'est un truc de feignant, mais qui est plutôt agréable. Le coût de la mise en place, vous avez pu voir sur Quarkus, mais en fait c'est pareil partout. Si le langage qu'on fait est assez simple, eh ben en fait, le coût de mise en place est assez minime. Il y a très peu de lignes de code. Je vous ai tout montré. Hein. Il n'y a rien caché, normalement. Enfin, je crois. Je ne crois pas. Et la différence, enfin, le petit problème de ça, c'est que déjà, il y avait le côté object, qui effectivement, il faut faire de la validation en runtime. Bah, bon, ça c'est un petit truc. Et le côté abstraction. Si on fait un langage très méta, quand tu modifies ta ligne de code, et là, il faut réfléchir une abstraction dessus. Ce n'est pas ton problème que tu as explicitement, c'est un truc au-dessus. Donc effectivement, même quelqu'un qui est bien câblé et qui a d'expérience, des fois, quand ils arrivent dessus et qu'ils n'ont pas l'habitude, eh ben, ça peut faire un peu mal au début. Donc effectivement, c'est peu de lignes de code, mais un peu complexe quand même. Donc ces complexités, eh ben, surtout, elles sont compensées surtout si on a besoin de beaucoup de généricité. Effectivement, quand on fait ça, c'est quand on a besoin de généricité, on ne fait pas ça pour le plaisir. Voilà, c'est juste. Mais on peut voir quand même que créer un langage, bah, ça peut être fait facilement, pas besoin de faire de parseur, et on peut voilà, s'amuser pas mal. Et il reste 1 minute, je pense qu'il va y avoir peut-être une question, je ne sais pas, mais j'ai fini. Je vous ai assommé pour la journée. Oh, parfait. Et bien, parfait. Merci beaucoup.